Je vous propose de commencer. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier webinaire de l'ARB avec un public, on va dire, assez élargi puisque vous étiez plus d'une 150aine d'inscrits pour suivre ce webinaire. Donc déjà, merci à tous parce que on est très heureux que en tout cas, le SINP et sa présentation vous intéressent autant. Et du coup, on remercie surtout l'Adréal avec qui on fait ce webinaire en partenariat, en plus des intervenants qui vont se succéder lors de cette présentation. Alors, je vais en profiter très rapidement pour me présenter. Donc, Pierre Biozen, je suis de l'ARB Occitanie et du coup, je vais animer ce webinaire avec ma collègue qui va se présenter du coup. Biozen, je te laisse. Donc, Violaine Mélier, chargée de projet à l'ARB. Je vous présenterai un peu plus tout à l'heure. Donc Violaine, par rapport à l'ensemble des questions que vous pouvez avoir, il va y avoir donc 6 intervenants qui vont prendre la parole lors de ce webinaire. Il y a des temps de questions qui seront dédiés, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc il y a un onglet qui s'appelle Afficher la conversation, où nous pourrons prendre vos questions et Violaine pourra ensuite les poser aux différents intervenants. Alors pour le déroulé de ce webinaire, on va avoir donc plusieurs séquences. La première, ça va être sur la présentation du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel d'Occitanie par l'Adréal et NEO pour présenter le cadrage et le dispositif régional, comment aussi utiliser ce SINP, comment s'inscrire, ce genre de choses, et le fonctionnement, que vous comprendrez un peu plus tard pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés, des pôles thématiques. Ensuite, nous aurons le retour d'expérience d'une collectivité, en l'occurrence Toulouse Métropole, et ensuite une présentation assez brève de 2 outils sur lesquels des webinaires prochains seront organisés pour les présenter plus en détail, à savoir l'outil Bioccitanie et l'Observatoire régional de la biodiversité d'Occitanie. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Cécile Dassonville, qui est chargée de mission connaissances et gouvernance scientifique à la DREAL Occitanie, et qui va vous présenter donc le SINP. Merci Pierre. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Cécile Dassonville, effectivement chargée de mission connaissances et gouvernance scientifique à la direction de l'écologie de l'Adréal. Pour l'Adréal, on va vous faire une présentation à 2 voix du SINP, le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel. Donc, je vais présenter la première partie sur le cadre national et le dispositif régional, et ensuite Éric Bruno, mon collègue qui est chargé de mission SINP, vous présentera plus en détail les parcours types des utilisateurs pour verser ces données et accéder aux données du SINP. Avant de démarrer, je remercie l'ARB, en particulier Pierre et Violaine, d'avoir pris l'initiative de ce webinaire et de l'avoir organisé. Alors le SINP, le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, c'est un dispositif partenarial, comme vous le verrez aujourd'hui avec beaucoup d'intervenants différents, pour la gestion des données naturalistes, qui s'inscrit dans un cadre juridique national et international qui impose aux États membres de rendre accessibles les informations environnementales vis-à-vis du public. En France, ce dispositif est piloté par le ministère de l'Écologie, sous la coordination technique de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, et la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le dispositif national du SINP à travers un site internet dédié, sinp.naturefrance.fr, qui regroupe toutes les informations des groupes projets nationaux. Pour simplifier, les données du SINP recouvrent des données de biodiversité, c'est-à-dire des données relatives aux espèces et aux habitats naturels, mais aussi des données de géodiversité relatives à la géologie. Il est possible d'accéder aux informations contenues dans la plateforme nationale du SINP à travers leur communication via le portail de l'INPN, l'Inventaire national du patrimoine naturel, qui est hébergé sur le site internet du Muséum national d'histoire naturelle. Il faut savoir que le SINP est un système d'information qui lui-même est rattaché au système d'information de la biodiversité, qui lui-même est rattaché au service public d'information sur la biodiversité, qui bénéficie d'un propre site internet, naturefrance.fr, où on trouve également toutes les informations relatives à l'Observatoire national de la biodiversité.
Ce schéma représente l'architecture du SINP. Je ne vais pas vous le présenter dans le détail, mais c'est un des plus simples qu'on peut trouver sur Internet pour présenter l'architecture du SINP. Je voulais surtout présenter pour vous expliquer qu'il y a des échanges en continu entre les plateformes régionales du SINP et la plateforme nationale, qui elle-même échange avec une plateforme internationale. Mais que par contre, les fournisseurs de données sont invités à privilégier la plateforme régionale pour verser leurs données quand ils sont d'échelle régionale ou infrarégionale. Il faut quand même savoir que les fournisseurs de données environnementales qui sont d'échelle suprarégionale ont la possibilité de verser leurs données directement à la plateforme nationale du SINP à travers des plateformes qu'on appelle des plateformes automatiques qui permettent de verser directement les données au niveau national. Les utilisateurs de données qui souhaitent accéder aux données du SINP ont la possibilité de s'adresser soit aux plateformes régionales ou à la plateforme nationale pour récupérer les données du SINP. Et comme vous l'avez compris, il peut y avoir un léger décalage entre les données contenues dans ces deux plateformes du fait que les échanges ne se font pas en continu, même s'ils se font à rythme régulier, disons en moyenne une fois par an. Avant de présenter le dispositif, je vais m'attarder sur une notion qui est importante pour le SINP, c'est la notion de sensibilité des données à la diffusion. Donc, comme je l'ai brièvement expliqué en introduction, les données environnementales, elles sont généralement communicables au public. C'est inscrit dans le code de l'environnement, sauf pour les données sensibles, c'est-à-dire les données pour lesquelles la diffusion peut porter atteinte à la protection de l'environnement. Et dans ce cas-là, le niveau de précision de ces données est restreint pour la diffusion au public. Et dans le cas où ces données sont communiquées de façon précise dans un cadre bien limité dans le temps et l'espace, elles ne peuvent pas être diffusées de façon précise au public. Ces listes de données sensibles, elles sont établies au niveau régional par un arrêté préfectoral après avis du CSRPN, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Actuellement, les référentiels sensibilité en Occitanie font l'objet de 2 listes qui découlent des 2 anciennes régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, et il est prévu d'actualiser ces listes en une seule liste Occitanie l'année prochaine, en 2022. Je vais vous présenter maintenant le rôle de l'échelon régional. Il faut savoir qu'il y a une seule plateforme habilitée par région pour le SINP. La plateforme d'Occitanie est habilitée depuis septembre 2021 et vous pouvez retrouver le dossier d'habilitation avec toutes ses caractéristiques sur le portail de l'INPN puisque c'est un document qui est rendu public. Alors, le rôle des plateformes régionales est le suivant, c'est de mettre en réseau et d'animer les acteurs locaux, c'est-à-dire principalement les observateurs naturalistes de terrain pour collecter leurs données, bancariser et mettre au format standard les données qui sont versées au SINP, valider ces données, les diffuser, comme je l'ai expliqué, au niveau régional et partager ces données de niveau régional avec la plateforme nationale. Vous pouvez trouver toutes les informations qui vont vous être présentées par la suite sur le SINP de l'Occitanie, sur le portail internet régional qui est hébergé sur le site internet de l'Adréal et dont vous voyez l'adresse sur la diapositive qui est projetée actuellement. Voilà à quoi ressemble la page d'accueil et l'ensemble des rubriques que vous retrouvez qui vont vous être détaillées par la suite, donc des aspects gouvernance, les comités régionaux, les coordonnées des différents pôles thématiques et aussi plus de détails sur comment contribuer et accéder aux données du SINP de l'Occitanie. Je vais maintenant vous présenter la gouvernance du SINP en Occitanie qui est en place depuis 2019 suite à la fusion des 2 anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. C'est un dispositif qui est piloté et financé par l'Adréal et qui s'appuie sur un comité de suivi régional qui lui-même s'appuie sur le CSRPN, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour le volet scientifique, des points qui doivent être soumis à validation scientifique, et un comité technique qui regroupe l'ensemble des partenaires du dispositif en région, c'est-à-dire principalement les pôles thématiques sur lesquels on va revenir après, mais également l'Office français de la biodiversité, la région et l'ARB. Les pôles thématiques vous seront présentés dans une présentation ad hoc un peu plus tard, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour faire simple, c'est sur eux qu'on s'appuie pour collecter la donnée auprès des observateurs de terrain, la bancariser et la valider. Ils sont au nombre de 7, donc je vais les présenter brièvement.
On a un pôle flore-faune habitat qui est co-animé par les 2 conservatoires botaniques nationaux d'Occitanie, le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles et le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. On a un pôle invertébré qui est co-animé par le Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie et l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement. Un pôle mammifère co-animé par l'association NEO, qui vous présentera le rôle des pôles thématiques juste après, et le groupe Chiroptère Languedoc-Roussillon. Un pôle oiseau qui est animé par le collectif Faune Occitanie, qui regroupe, comme vous le voyez sur la diapositive, de nombreuses associations ornithologiques régionales. Un pôle poisson et écrevisse d'eau douce, animé par l'Association régionale des pêcheurs d'Occitanie. Un pôle amphibien reptile, co-animé par l'Association Nature en Occitanie et l'École pratique des hautes études, qui est rattachée au CEF-CNRS de Montpellier. Et enfin, un pôle géologie, qui est animé par le BRGM, le Bureau des ressources géologiques et minières, qui est un établissement public. L'ensemble des données sont ensuite versées sur une plateforme technique qui est co-administrée par l'ADREAL, les 2 conservatoires botaniques nationaux et le Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie. Voilà l'organisation. Tous les usagers du SINP de l'Occitanie, c'est-à-dire les contributeurs et les utilisateurs, peuvent s'adresser à un guichet unique qui est opéré par l'ADREAL et qui répond à l'ensemble des demandes. Alors avant que ça vous soit détaillé sur toutes les modalités pratiques par Éric Bruno juste après moi, je vais vous présenter brièvement comment verser ces données et accéder aux données du SINP. Alors sur le versement, le principe c'est que toutes les données d'origine publique doivent être versées au SINP, c'est-à-dire les données qui font l'objet d'un financement public ou celles qui ont l'obligation légale d'être versées au SINP. Les autres données, quant à elles, peuvent être versées au SINP de l'Occitanie sur la base du volontariat. Il y a 3 étapes principalement pour contribuer au SINP. Il faut d'abord adhérer à la charte régionale qui constitue la déclinaison régionale du protocole national, décrire ses métadonnées et fournir ces données conformément au gabarit qu'on peut trouver sur le portail internet régional du SINP. Je l'ai noté pour information parce que c'est une question qui revient souvent. Les données qui sont soumises à l'obligation de dépôt légal des données brutes de biodiversité, par exemple les données des études d'impact, elles sont versées directement sur la plateforme nationale du SINP à travers une plateforme thématique et un outil en ligne qui s'appelle Dépôt Bio et dont vous avez l'adresse internet sur la diapositive. Pour accéder aux données du SINP, il y a différentes façons de procéder. Il existe des accès permanents. Donc pour le public, c'est l'atlas régional du SINP. sinp-occitanie.fr/atlas. Vous avez également le lien depuis le portail internet régional où le public peut visualiser librement toutes les données contenues dans le SINP de l'Occitanie à la maille 5 par 5 km et également extraire des listes d'observation par commune. Les données précises, quant à elles, sont librement accessibles à tous les agents instructeurs de l'État, DREAL, DDT ou OFB, au moyen d'outils internes qui sont dédiés et qui, bon, pour votre information, sont le visualiseur Cartonate et des projets QGIS. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous aujourd'hui des agents de l'État. Donc, ces agents-là ont fait l'objet d'un webinaire dédié le 15 juin où on leur a présenté les différentes modalités d'utilisation de ces outils-là. Et s'il y en a qui l'ont manqué, il y a la possibilité de le revoir. Et n'hésitez pas à vous adresser à l'ADREAL pour connaître les accès à ces documents. Enfin, tous les autres utilisateurs peuvent aussi accéder aux données précises du SINP sur demande auprès du guichet unique. Donc, ça concerne les données sensibles ou non sensibles dans un cadre bien défini dans le temps et l'espace. Donc, c'est un accès qui se fait donc librement pour les adhérents du SINP et sous condition de signature d'une convention mise à disposition des données pour les non-adhérents. Éric Bruno y reviendra tout à l'heure. Il y a l'ensemble des liens et des formulaires sur le portail internet régional. Donc voilà à quoi ressemble l'atlas régional du SINP, qui est un peu notre vitrine grand public. Comme vous voyez, aujourd'hui, on y trouve quand même près de 4 millions de données d'observation qui peuvent être visualisées par le public, avec la possibilité de réaliser des requêtes par commune et d'en extraire toutes les observations sur une commune. Ici, c'est l'exemple de la commune d'Ax-les-Thermes.
ou des requêtes par espèce, avec ici l'exemple de la renoncule des Pyrénées, où on visualise l'ensemble des observations à la maille 5 par 5 km de cette espèce sur la région Occitanie, et puis un certain nombre de statistiques qui sont calculées automatiquement par l'outil. Enfin, pour finir, je vais vous parler des perspectives du SINP et notamment de son organisation régionale parce que c'est un sujet d'actualité. Il y a un projet de schéma national des données du SINP dont la validation est prévue en 2022, peut-être même en début d'année 2022, qui pourrait fortement modifier notre organisation régionale et nécessiter de la revoir. Ça concerne notamment la gouvernance régionale puisque le comité de coordination régionale serait désormais coprésidé par l'État, la région et l'OFB. Et il deviendrait compétent pour coordonner la mise en œuvre de tous les programmes nationaux d'inventaire, dont les ZNIEF, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, et les zones de l'inventaire du patrimoine géologique. Toutes les données publiques non sensibles devront désormais être diffusées de façon précise en open data. C'est déjà le cas au niveau national avec la mise en place depuis octobre 2020 d'un requêteur national des données sur la biodiversité, l'outil OpenOps qui répond aux obligations de la plateforme nationale et dont on retrouve un accès depuis le portail de l'INPN. Enfin, le principe d'adhésion s'arrête au niveau national, mais nous aurions la possibilité de le maintenir au niveau régional sous réserve de conformité de ce principe d'adhésion aux dispositions du schéma national, ce qui a priori est le cas pour notre dispositif régional. Dans tous les cas, toutes ces dispositions vont nécessiter de revoir en profondeur la charte régionale du SINP à partir de l'année prochaine. Merci de votre attention et je vais passer la parole à Eric Bruno. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais prendre la suite de la présentation du système d'information qu'a commencé à présenter Cécile. Alors, le premier point sur lequel je vais intervenir, c'est sur l'adhésion à la charte du SINP. Donc vous pourrez consulter sur le portail du SINP qui vous a déjà été présenté plusieurs fois, une page qui s'appelle Adhérer et sur laquelle vous allez trouver les éléments qui vous permettent de rentrer dans la démarche d'adhésion. Alors cette démarche d'adhésion, elle n'est pas obligatoire, mais elle est souhaitée par les animateurs de pôle, les producteurs de données, etc. Et c'est surtout pour nous un moyen de vous inciter à rentrer dans cette démarche de partage et de mise en commun de la donnée et de formaliser ce souhait voilà, de façon un peu affichée. Diapo suivante. Donc, donc le point suivant, excusez-moi. Le point suivant, c'est donc sur le versement des données. Donc les adhérents qui sont dans une démarche d'adhésion. Donc actuellement, c'est à peu près entre 150 et 160 structures qui sont dans la démarche. Je n'ai pas le chiffre exact aujourd'hui, mais c'est dans ces eaux-là. Vous pourrez retrouver d'ailleurs la liste de tous les adhérents, pré-adhérents sur le portail. Donc ces adhérents, on leur demande, aux pré-adhérents, on leur demande de participer au SINP en versant leurs données, soit leurs données publiques, soit volontairement leurs données non publiques, mais qui souhaitent quand même partager. Et pour cela, toujours pareil, sur la page du portail SINP, vous trouverez les éléments qui vous permettront de verser les données. Alors les éléments en question, il s'agit essentiellement de gabarits qui vont vous permettre de voir comment formater à la fois vos métadonnées et vos données. Il faut savoir que dans le système, dans le SINP, toute donnée doit être rattachée à une fiche de métadonnées. Donc il est important de décrire d'abord les métadonnées des données que vous souhaitez verser. Et par ailleurs, donc, de verser vos données dans le format du gabarit qui est fourni, de façon à faciliter l'intégration de ces données dans le système. L'autre possibilité de contribuer, en particulier si votre structure, si la structure adhérente est spécialisée dans un domaine particulier, par exemple une structure qui serait spécialisée, on va dire, sur la botanique, c'est d'avoir un accès direct aux interfaces des pôles thématiques. Donc par exemple, ce serait ici une interface du
conservateur botanique, où vous pouvez saisir directement les observations et donc participer, contribuer de cette façon directement au SINP. Ensuite, donc, une fois que vous êtes adhérent ou pré-adhérent et puis que vous participez activement en versant des données au système, vous pouvez bien sûr accéder aux données. Donc, toujours pareil, vous trouverez tous les éléments sur le portail SINP, sur la page accéder aux données. Et depuis le mois de juillet dernier, nous avons remplacé les formulaires de demande d'accès par des formulaires en ligne. Et la recommandation que je vous fais aujourd'hui, c'est de bien lire les guides d'utilisation de ces formulaires, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments techniques à bien connaître pour pouvoir faire des dépôts de demande qui soient cohérents et complets, de façon à ce que vos demandes puissent être traitées le plus rapidement possible. Alors, pour les adhérents ou pré-adhérents, le formulaire en question, vous avez l'adresse ici en haut, donc c'est le formulaire qui s'appelle inscrit, qui permet donc à toutes les personnes qui sont connues pour une structure adhérente de déposer une demande d'accès aux données et également de consulter toutes les demandes d'accès, tout l'historique des demandes d'accès qui relèvent de la structure à laquelle la personne appartient. J'invite donc chaque structure qui souhaite pouvoir utiliser ce formulaire inscrit à me communiquer, quand ce n'est pas fait, l'adresse des personnes qui veulent pouvoir se connecter à ce formulaire inscrit, puisque c'est ici en réel qu'on active les comptes pour pouvoir se connecter. Alors l'autre formulaire donc, qui vient de s'afficher, c'est un formulaire assez similaire qui s'appelle simplement non inscrit, donc qui en fait est destiné aux personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne sont pas encore dans une démarche d'adhésion et qui leur permet de la même façon d'accéder aux données. Simplement, ces formulaires comportent un élément supplémentaire qui consiste à accepter une licence dite fermée qui vous engage donc, comme c'est le cas pour les gens qui sont adhérents et qui donc sont engagés par le fait qu'ils ont accepté la charte. Ici, vous vous engagez au travers d'une licence privée à respecter à peu près les mêmes conditions d'accès et en particulier les conditions de rediffusion des données sensibles. Alors, pardon, excusez-moi, c'est allé un peu vite. Je voulais juste préciser quelque chose. Pour le formulaire non adhérent, il n'y a pas d'outils qui permettent de suivre d'historique de multiples dépôts. Donc chaque fois que vous faites un dépôt, en fait, on vous communique simplement une URL de récupération des données que vous avez sollicitées. Voilà. Donc diapositive suivante. Alors cette diapositive, pour vous rappeler que dans les deux formulaires, en fait, c'est le même bouton qui est à actionner lorsqu'on souhaite déposer une demande, donc qui s'appelle nouvelle demande d'extraction, qui dans les deux cas vous amènera sur un formulaire de saisie de votre demande. Et donc je l'ai remis ici, je vous le redis de nouveau. Donc il est fortement recommandé de lire les deux guides associés à chacun des formulaires pour bien rédiger et bien compléter vos demandes. Parce qu'il faut savoir que chaque dossier donc, est instruit et validé par la co-administration, c'est-à-dire les trois entités que sont l'ADREAL, les conservateurs botaniques et le conservateur d'espace naturel à tour de rôle. Donc nous analysons et nous instruisons, nous analysons vos demandes et nous les validons. Et lorsque la demande est validée, un processus automatique va générer l'extraction des données et les mettre à disposition sur des URL que vous pouvez voir dans vos formulaires inscrits. Donc la courbe, pardon, je reviens un petit peu en arrière s'il te plaît. La courbe que je vous présente en bas, en fait, c'est surtout pour vous, il faut juste regarder rapidement, on va dire la ligne rouge qui représente en fait le nombre moyen de demandes qui est déposé par mois, et vous voyez que depuis, on va dire fin 2020, on a une montée en puissance du nombre de demandes qui nous arrivent au niveau de la co-administration.
Et donc, c'est pour vous recommander de bien renseigner au formulaire parce que mieux ils sont renseignés, plus au plus vite on pourra les instruire et les valider, et donc ne pas trop engorger le système. Voilà. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe une fois que votre demande est déposée, vous pouvez vous référer à cette frise. Donc en fait, au départ, donc, il y a le dépôt de votre demande et il y a l'instruction de ce dépôt, alors qui est fait soit par l'Adréal, soit par les conservatoires botaniques, soit par le conservatoire des espaces naturels. Donc c'est des instances d'instruction tournantes, on change à peu près tous les mois. Donc l'instruction en question intervient relativement rapidement, au bout de 2-3 jours, on va dire. Ensuite, au bout de ces 2-3 jours, enfin à partir du moment où la demande est instruite, vous disposerez des données non sensibles et des données sensibles floutées au bout de 6 jours. Donc c'est le deuxième ligne rouge sur la frise. Et ensuite, dans un laps de temps qui ne dépassera pas 21 jours, vous disposerez également des données sensibles non floutées. Voilà, diapositive suivante. Donc sur cette diapositive, c'est pour vous faire voir en gros l'architecture qui est à peu près toujours, enfin qui est toujours la même des URL sur lesquelles vous pouvez récupérer vos données. Donc petite précision que j'ai peut-être oublié de fournir tout à l'heure, c'est que pour le moment, les formulaires de suivi de vos demandes sont des formulaires, enfin, on n'a pas mis en place pour le moment d'alerte mail automatique à chaque fois qu'un événement se produit. Donc c'est quelque chose sur lequel on va travailler dans les prochains mois. Donc pour le moment, vous devez suivre vous-même la progression de tous vos dépôts de demande sur ce formulaire inscrit global pour savoir si vos données sont disponibles ou pas encore. Et donc, pour revenir au sujet de cette diapositive, l'architecture de dépôt de chaque dépôt est toujours la même. Donc chaque dépôt est unique avec un UID de dépôt qui permet de vous connecter sur le bon dossier. Et vous retrouvez dedans, en premier lieu, la synthèse des données disponibles. Donc c'est le fichier qu'on voit tout à fait en bas, synthèse XLS, qui va vous permettre d'avoir un aperçu tout de suite, dès que la demande a été instruite, un aperçu du volume de données que vous allez recevoir et la ventilation de ce volume de données par un statut, pour les différents statuts des espèces livrées. Vous aurez aussi, le cas échéant, s'il y a des données sensibles, une synthèse des données sensibles, c'est-à-dire la liste des taxons sensibles dans la zone d'extraction que vous avez soumise et le nombre d'occurrences de ces taxons dans cette zone. Un fichier qui vous permet de décrypter en fait la synthèse qui s'appelle définition colonne synthèse, une notice de communication qui vous est qui est important dont il est important de prendre connaissance au moins les premières fois, puisque c'est en fait c'est toujours la même notice, mais dans laquelle vous allez trouver un certain nombre d'éléments qui vont vous guider sur les limites d'utilisation des données et aussi sur les pratiques en ce qui concerne les données sensibles et également les recommandations pour les citations des données lorsque vous devez les publier. Et enfin, une petite carte leaflet qui est une page HTML qui vous permet de vérifier tout de suite que l'emprise que vous avez soumise est bien celle qui a été prise en compte par l'instruction. Ensuite, donc, au bout d'un laps de temps de 6 jours, vous verrez arriver dans le dossier F1 toutes les données non sensibles et les données sensibles floutées. Et ensuite, dans un délai qui court de 6 à 21 jours, dans le dossier F2, vous recevrez les données sensibles non floutées. Voilà. Il faut savoir aussi que toutes les demandes qui sont déposées sont une fois qu'elles sont instruites et validées, deviennent publiques et qu'elles sont visualisables sur le portail public de l'Adréal, qui permet à tout un chacun d'avoir connaissance de l'utilisation qui est faite des données du SINP. Voilà pour ce point. Alors donc je vous remercie de votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Eh bien, merci Cécile et Eric. Et du coup, je vais laisser la parole à Violette pour relayer les questions que vous avez dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez, qu'on puisse les poser directement aux intervenants. Alors tout à fait, nous avons 2 questions. La première concerne la sensibilité des données, pour savoir quel type de données peuvent être sensibles.
Et la seconde, c'est plutôt d'ordre de procédure. Si une structure qui est déjà adhérente au SINP change de nom et de statut, quelle est la procédure? Comment faire dans ces cas-là? Qui répond? Je réponds. Alors, sur les données sensibles. Oui, je peux répondre, pas de souci. En fait, les données sensibles sont des données qui sont sensibles au sens du Code de l'environnement, c'est-à-dire des données pour lesquelles on ne doit pas exposer parce qu'on prendrait le risque d'exposer l'espèce à de la destruction, etc. Voilà. Donc ces données sensibles, elles sont définies par un référentiel qui est publié, vous pouvez aussi trouver sur le portail du SINP. Et en fait, la sensibilité se rapporte à la fois à un taxon, mais aussi aux conditions d'observation de ce taxon. Ça peut être des plages de date, ça peut être des saisons, ça peut être des situations particulières, par exemple, je sais pas, des oiseaux qui se trouvent sur leur aire, observés sur leur aire de nidification, ou des chiroptères dans leur gîte, etc. Il faut savoir que ce référentiel de données sensibles est public, et puis il est approuvé, validé il a été validé scientifiquement par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Et actuellement, nous avons donc 2 référentiels qui s'appliquent chacun sur les ex-régions, et nous travaillons prochainement à la mise au point d'un référentiel unique pour toute la région, et qui lui sera approuvé par un arrêté préfectoral, puisque c'est la nouvelle, c'est la procédure en cours. Ensuite, sur la deuxième question, une structure qui change de nom, de statut, il faut nous le signaler. Alors après, si la question c'est est-ce que vous devez re-signer, nous renvoyer une nouvelle demande d'adhésion, vous pouvez le faire aussi. Mais enfin voilà, l'essentiel c'est que ça nous soit signalé de façon à ce qu'on répercute le nom de la structure dans le catalogue des adhérents préadhérents. Alors, il y a d'autres questions qui portent notamment sur la pertinence de verser au SINP, sachant que les données sont déjà versées à Dépôt Bio. Ça, c'est aussi une question qui revient très très souvent. Alors, notre point de vue à nous, c'est plutôt, dans la mesure du possible et dans la mesure où ce n'est pas trop chronophage, on aime bien avoir on souhaiterait bien avoir un double dépôt pour 2 raisons. La première, c'est que si vous faites un dépôt auprès de la plateforme régionale, l'intégration de la donnée sera certainement plus rapide. Parce qu'en fait, quand vous déposez sur Dépôt Bio, il faut d'abord que ça passe par le système national avant que ça revienne vers notre système. Donc la disponibilité de la donnée en région va être un peu plus lente, on va dire. Et la deuxième raison que j'invoque souvent avec mes interlocuteurs, c'est que le format, le gabarit par défaut de Dépôt Bio est très light, très pauvre, on va dire. Et que donc le petit risque, c'est que par souci d'économie, on se limite au format, au gabarit défini par défaut, et du coup, on récupère une donnée qui est relativement appauvrie. Donc voilà, c'est plus intéressant pour nous de récupérer la donnée dans le gabarit régional qui est plus riche. Mais voilà, le dépôt légal est obligatoire, donc on sera obligé d'y passer. Merci Eric. Il y a des questions aussi concernant l'exportation des données pour savoir si on peut les exporter depuis l'Atlas ou c'est seulement en consultation. Non, les données, elles sont juste consultables. Ce qu'on peut exporter, à la limite, c'est la liste des présences communales. Encore, bon, l'export n'est pas encore... on n'a pas encore implémenté un bouton qui permet d'exporter la liste comme ça proprement et d'un seul coup, donc c'est un peu du bricolage si vous voulez récupérer la liste. Mais par ailleurs, sur le portail Picto de l'Occitanie, vous avez déjà, vous aurez prochainement une mise à jour de ces listes communales qui sera disponible également. Mais ça reste de la donnée synthétique, oui, toujours. Une question notamment concernant donc l'adhésion au SINP, le fait que le référent est parti. Est-ce qu'il y a possibilité de récupérer des codes pour une structure qui les a perdus ou est-ce qu'il faut les renouveler?
Alors, en fait, l'accès au formulaire pour les adhérents, là, pour l'extraction de données, il est ouvert à identifier dans la structure. Alors, il y a quelques structures qui ont pris l'option de mettre une adresse générique, ce qui fait qu'ils ont une demi-douzaine de personnes qui utilisent la même adresse. Alors, c'est plus facile pour eux parce que, du coup, voilà, ça fait qu'une adresse à gérer. De notre côté, ça nous met un peu de flou parce que, du coup, quand on a un problème, on répond à l'adresse générique, on ne sait pas trop qui va répondre, mais bon, c'est une solution aussi. Et sinon, la plupart des structures nous adressent les mails de toutes les personnes qui souhaitent se connecter. En fait, la connexion se fait à partir de l'adresse mail de la personne et à laquelle on attribue un mot de passe. Et ce mot de passe, alors il peut être généré automatiquement via le formulaire inscrit, mais d'une façon, assez souvent, ce qui se passe, c'est qu'on m'envoie l'adresse mail, je génère un mot de passe provisoire, et j'invite la personne à modifier son mot de passe tout de suite, et puis voilà. Mais le fait que la personne quitte la structure, c'est pas un problème à partir du moment où il y a plusieurs personnes qui sont connectées pour la structure. Alors, une petite précision aussi sur cette notion de personne contact, ça aussi c'est une question qui revient assez régulièrement. Nous, ce qu'on appelle la personne contact, c'est quelqu'un avec qui on puisse dialoguer quand on a des problèmes techniques, administratifs, etc. C'est pas du tout un passage obligatoire pour faire du dépôt de données, c'est autre chose. C'est plutôt au niveau de, justement, par exemple, une précision sur savoir si telle ou telle personne est toujours dans la structure parce qu'on reçoit, par exemple, des mails de cette même personne avec une autre adresse, etc. etc. Voilà. Parfait, merci. On va prendre peut-être une dernière question. Après, il y a d'autres questions mais qui pourront être abordées par les autres interventions. C'était la possibilité de pouvoir faire des extractions à la commune sans forcément de faire de demande officielle. Est-ce que c'est possible ? Alors, des extractions de données à la commune. En fait, il faut savoir que toute extraction de données, de données précises, de la donnée native telle qu'elle est dans notre système, elle passe forcément par un formulaire d'extraction, soit le formulaire inscrit pour les adhérents, soit le formulaire non inscrit. Et si vous souhaitez récupérer toutes les données de votre commune, dans les deux cas, vous faites un dépôt en précisant comme périmètre le code de la commune, puisque le formulaire permet cette option-là de saisir le code INSEE le nom de la commune, et puis derrière c'est le code INSEE qui est traité, et vous récupérez l'ensemble des données. Si vous êtes adhérent, vous le récupérez par le biais du formulaire inscrit, c'est un lot comme un autre, que vous extrayez un périmètre de commune ou un périmètre quelconque, c'est pareil. Et si vous êtes non inscrit, c'est la même chose, simplement vous aurez juste coché la licence fermée, qui vous rappelle les obligations en matière de données sensibles, essentiellement. On va peut-être prendre une dernière question avant de passer à l'intervention de Mathilde Béguin. Il y avait une question notamment pour savoir, il y a des personnes ou des associations qui déposent sur des bases de données comme Naturalist, ce genre de choses. Et du coup, ils se demandent si c'est intéressant quand même de transmettre en plus au SINP. Alors, Naturalist, celle-là en particulier, je ne sais pas trop, mais je peux prendre un exemple. Ou autre, pas que ça. Voilà, je vais prendre un exemple sur lequel nous intervenons souvent. Donc, c'est l'interface Faune, Faune France, Faune Occitanie. Donc, le consortium qui représente le pôle oiseau qui gère la plateforme Faune nous retransmet ensuite ces données puisqu'il participe au SINP. Donc les données oiseaux sont retransmises par le pôle oiseau et les autres données, que ce soit des observations d'invertébrés, de mammifères, etc., qui arrivent pareil sur ce pôle, sur cette plateforme Faune, sont redispatchées vers les têtes de réseau pour intégration, validation et intégration au SINP. Après sur la plateforme Naturalist, je sais pas trop, je sais plus, ça me revient plus à qui appartient cette plateforme exactement. En fait, Iris, est-ce qu'il faut se poser la question quand on verse ces données à une structure intermédiaire si elle reverse effectivement bien ces données au SINP et si c'est pas le cas, le faire par soi-même. Voilà, c'est un peu ça, à résumer. Renseignez-vous si votre plateforme, si l'outil que vous utilisez participe au SINP ou s'il n'y participe pas.
Ok, merci à tous les deux en tout cas pour vos réponses. Il y avait d'autres questions. Si jamais on ne les a pas totalement traitées, de toute façon, on reviendra vers vous et quand on renverra un mail à l'ensemble des participants, on essaiera d'y répondre dans le détail. On va maintenant passer à l'intervention de Mathilde Béguin de Nature en Occitanie. Alors, je vais faire le partage en espérant que ça marche bien. Hop, est-ce que c'est bon pour vous au niveau de l'écran? Je ne sais pas. Hop. Alors, Mathilde qui est chef de projet géomatique à Nature en Occitanie et qui va nous présenter le fonctionnement des pôles thématiques dont on vient de parler. Donc bonjour à tous. Effectivement, moi je m'occupe des pôles reptiles et amphibiens et mammifères du SINP Occitanie et j'interviens aujourd'hui pour vous expliquer comment fonctionne un pôle thématique du SINP, que ce soit en termes de pilotage ou de communication, mais aussi en termes de parcours de la donnée et validation de la donnée. Vous pouvez passer. Donc tout d'abord, quelles sont les missions des animateurs de pôle SINP? Donc, ça va être dans un premier temps structurer le réseau des acteurs qui interviennent, donc en animant toute la communauté qu'il y a autour de cet échange de données. Ça va être aussi un rôle de moissonnage de données, comme l'a dit tout à l'heure Cécile, on va récupérer les données auprès des différents producteurs pour pouvoir les centraliser dans un lieu commun et veiller à ce qu'elle soit au bon format, le format standard qui est attendu par le SINP. Ensuite, en tant que tête de pôle, on va proposer des outils pour intégrer les données et les valider, et aussi donc des données de saisie si les structures n'en possèdent pas. Et on sera au final, bien évidemment, l'interface avec l'ADREAL pour pouvoir transmettre les données une fois qu'elles seront validées pour que ça arrive dans le SINP Occitanie. Donc, comment ça se passe de manière générale? Donc, il y a des producteurs de données, ça peut être des associations, des bureaux d'études, différents experts indépendants, des collectivités ou d'autres personnes qui vont envoyer leurs données soit directement à la région, soit nous les envoyer à nous en tant que pôle thématique. Il y a aussi d'autres canaux d'échange de données qui sont des échanges par flux entre différentes bases de données. Donc ça va plutôt concerner les gros producteurs de données, les personnes qui disposent aussi de bases de données qui vont pouvoir s'interconnecter avec la nôtre pour pouvoir transférer les données. Toutes ces données arrivent dans un serveur dédié au SINP. Donc là, bien évidemment, je parle pour ce qui concerne le pôle reptilien, amphibien et mammifère. Donc, on a mis en place un serveur qui est dédié au fonctionnement du SINP. Ce serveur est géré techniquement par les binômes qui s'occupent des différents pôles, donc Nature en Occitanie et le PHE pour ce qui concerne les reptiles amphibiens, et Nature en Occitanie et le GCLR pour ce qui va concerner le pôle mammifère. Ce serveur, nous avons installé dessus donc l'appli GeoNature, qui est également utilisée par le SINP pour pouvoir travailler. Ça va servir au formatage et à la validation des données. Une fois que cela est fait, on va donc intégrer ces données dans le SINP Occitanie en envoyant les données. Donc, comme je viens de le dire, on met à disposition plusieurs outils, notamment un outil de saisie de données pour ceux qui n'en ont pas. Donc, cet outil, là, je fais le lien avec la question qui vient d'être posée. Donc, GeoNat Occitanie, qui est basé sur la technologie GeoNature. Cet outil garantit la transmission au SINP, car quand vous faites un compte sur cet outil-là, vous signez une charte d'utilisation qui spécifie que toutes les données rentrées dans GeoNat Occitanie seront transmises au SINP. Donc voilà, c'est l'outil qui a décidé d'utiliser le pôle reptile, amphibien et mammifère pour pouvoir travailler. Donc à la fois un outil de saisie, et aussi un outil de validation. Donc, on a déployé un petit module complémentaire, qui est le module de validation sur GeoNature, pour pouvoir permettre aux différents experts, donc là, on parle d'experts scientifiques qui sont spécialistes sur les différentes thématiques, qui vont se connecter et pouvoir participer à la validation des données. Pour leur permettre cette validation, on leur fournit aussi des outils d'aide à la décision.
Donc, ça va être par exemple un lot de cartes espèce par espèce qui va montrer les enveloppes, enfin les cartes de répartition connues en fait des espèces, mais aussi différents graphiques qui sont par exemple basés sur des critères de présence en fonction de l'altitude et de date, donc la phénologie et l'altitude. Ces différents outils complémentaires vont aider les personnes sollicitées pour faire la validation à les aider dans ce travail. Si on revient un peu plus en détail sur le parcours de la donnée, donc ça démarre d'abord d'un producteur de données, comme je l'ai dit tout à l'heure, des collectivités, des bureaux d'études, des indépendants, qui vont verser leurs données donc au SINP. Ensuite, en tant que pôle thématique, on va contrôler ces données, c'est-à-dire on va les formater si besoin, mais normalement non, parce que vous avez à disposition un standard donc sur le site du SINP qui vous montre quel est le format attendu. Mais si jamais vous n'avez pas la compétence en interne, on peut très bien les formater. Et aussi vérifier qu'il ne va pas y avoir de doublons. Donc, si jamais dans vos bases sources, vous possédez un identifiant unique, donc ce qu'on appelle l'UID, c'est un peu la carte d'identité d'une donnée. Cette UID est nécessaire pour que quand on va valider la donnée, la mettre à jour, vous puissiez la récupérer et la mettre à jour en se basant sur ce qui l'identifie. Et qu'ensuite, après, dans son processus de vie, elle puisse être toujours unique et pas dupliquée selon les différentes bases dans lesquelles elle atterrira. Donc voilà, soit on va créer un UID s'il n'existe pas, soit on va le conserver. Ces données, ensuite, sont donc mises à disposition du groupe scientifique pour pouvoir les valider. Donc là, c'est une liste de personnes qui a été ciblée, qui est vouée bien évidemment à évoluer à l'avenir et qui va faire un travail de validation scientifique sur ces données. Une fois qu'elles sont validées, elles sont intégrées dans le SINP et bien sûr, à terme, elle sera retransmise au producteur source pour que le producteur puisse donc bénéficier de la mise à jour et avoir du coup l'aspect statut de validation qui a été associé à sa donnée. À terme, elles seront aussi transmises au niveau national. Concernant la partie validation, donc on a mis en place un comité technique de validation. Donc on a rassemblé différents experts sur les thématiques. Donc quand je parle thématique, c'est groupe taxonomique. Donc là, dans mon cas, ça va être des experts pour les reptiles amphibiens d'un côté et des experts pour les mammifères de l'autre. Donc ce sont des personnes qu'on a sollicitées et qui se trouvent réparties sur l'ensemble de l'Occitanie. On choisit des personnes qui sont réparties un peu partout en Occitanie parce que du coup, en fonction de si vous êtes par exemple un expert de la montagne ou de la plaine, ça ne va pas être la même connaissance du territoire. Donc, ça nous permet d'avoir une validation au plus proche de ce qui est réellement le contexte et pour pouvoir respecter au mieux les domaines biogéographiques. Donc voilà, on fait appel à des experts qui sont situés à différents endroits en Occitanie pour pouvoir avoir une expertise de validation qui est la plus adaptée possible au territoire. Ces experts, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la liste est vouée à évoluer au fil du temps. Donc on sollicite notamment le Conservatoire d'espaces naturels, mais également l'ANAS Seine-Ariège ou encore le Muséum d'histoire naturelle, l'Institut national de la recherche agronomique, etc. Donc voilà, différentes personnes qui ont émis le souhait de participer ou qu'on a sollicité car on savait qu'ils avaient des compétences sur ces groupes taxonomiques et que leur expertise pourrait être intéressante dans ce cadre-là. Donc tout ça, ça assure une validation scientifique des données, ce qui fait qu'à terme, on aura donc des données robustes et qui seront utilisables, donc bien sûr pour améliorer les connaissances et surtout prendre en compte la biodiversité dans les diverses problématiques. Pour finir, en ce qui concerne la communication au sein du pôle, donc ça a surtout un but de faire vivre ce pôle thématique et d'instaurer une dynamique de travail sur les différents sujets. La communication passe aussi par un démarchage, donc c'est vraiment un peu du porte-à-porte auprès des structures qui ne sont pas encore adhérentes au SINP. Donc on va contacter
les personnes qu'on sait produire de la donnée et on va leur demander si elles sont adhérentes et si elles ne le sont pas, on va leur demander donc pourquoi et essayer d'identifier les points bloquants et voilà, pourquoi pas discuter avec leur géomaticien en interne pour voir si c'est un problème technique ou d'autres problèmes par rapport au versement des données. On va aussi contacter les structures qui sont déjà adhérentes afin d'actualiser tous les ans leur versement de données. Et après, en interne, au sein du pôle thématique, on va utiliser des lettres du pôle pour pouvoir donner des informations sur la vie courante du pôle thématique et les dernières actus. Et on va également utiliser des listes de diffusion pour surtout discuter entre experts thématiques sur les différents sujets. À titre d'exemple, cette année, on s'est beaucoup penché sur le travail de validation et la mise en place d'outils de validation. Et l'année prochaine, comme l'a dit Cécile, le travail portera notamment sur l'élaboration des nouvelles listes d'espèces sensibles. Donc voilà, un gros travail et différents moyens mis en place pour pouvoir communiquer de manière efficace et faire avancer les problématiques. À titre d'info également, tous les ans, les pôles thématiques sont sollicités pour diverses réunions, notamment des comités de pilotage, des comités de validation en interne et aussi la participation aux différentes instances régionales qui sont organisées par l'ADREAL. Voilà, merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, il y a effectivement des questions concernant la validation des données. Une question sur le schéma de validation scientifique. Tu en as parlé un petit peu. Peut-être rappeler les grandes étapes clés. Alors, du coup, il y a 2 étapes de validation. Il y a d'abord une validation automatique et ensuite une validation manuelle. Donc, quand j'ai dit qu'on avait mis en place des outils d'aide à la décision, ça va être justement cette validation automatique. Ça va être un outil, en fait, qui va dire qu'une donnée rentrant dans le système, elle va d'abord passer par un filtre donc pour voir si elle tombe dans l'enveloppe connue, en fait, des données de l'espèce qu'on connaît déjà, l'enveloppe de présence actuelle connue sur chaque espèce. Donc, si la donnée en sort, elle devrait être regardée par un expert. En plus de cette enveloppe de présence connue, on va ajouter des critères sur l'altitude et la phénologie. Et toutes les données qui vont répondre déjà à ces 3 critères-là, elles seront, entre guillemets, prévalidées. Toutes les données qui vont sortir de ces 3 premiers filtres, elles vont être assignées d'un statut douteux qui va nécessiter l'intervention donc des experts, parce que là, on parle d'énormément de données, donc vous pensez bien que les experts ne vont pas pouvoir prendre chacune des données une à une et les valider au cas par cas. Donc voilà, on va d'abord faire une validation de masse en fonction de critères qu'on définit et sur lesquels on travaille tout au long de l'année, et ensuite, pour toutes les données qui sont douteuses ou qui posent question, on va les traiter au cas par cas et ça passe aussi par le contact du producteur de la donnée. Donc, si vous me transmettez une donnée qui semble un petit peu bizarre, l'expert peut vous contacter via cet outil-là pour savoir, par exemple, quelle a été votre méthode de détermination, si vous n'avez pas des photos à l'appui ou d'autres preuves que vous pouvez fournir afin qu'on puisse aller plus loin dans la validation. C'est effectivement une question qui est posée sur la nécessité ou pas de mettre une photo pour la validation. Alors oui, si vous en avez, c'est vraiment super de joindre des photos et c'est vivement conseillé pour faire gagner du temps sur les aspects de validation. Il y avait une question concernant les partenaires qui sont dans votre réseau. La Société herpétologique de France fait-elle partie de ce réseau-là? Est-ce qu'elle est consultée également? Oui, la SHF fait partie du comité de validation. Et enfin, une dernière question sur les données en elles-mêmes. Donc, il y a une question pour savoir pourquoi est-ce que toutes les données de Néo ne sont pas versées au SINP? Est-ce que quels sont les freins? Et une seconde question concernant les données, c'est sur les espèces exotiques envahissantes. Est-ce qu'elles sont bien versées au SINP? Alors, toutes les données ne sont pas Alors, effectivement, ça peut être
juste un blocage temporel, on va dire, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas des transmissions en continu. Ça va être généralement une transmission de données 1 à 2 fois par an. Donc, si vous avez produit des données la semaine dernière, c'est sûr qu'elles y sont pas, par exemple. Et pour le reste, les espèces exotiques envahissantes, alors ça, c'est une très bonne question auquel je n'ai pas la réponse. Eric? Si, enfin, toute observation peut être transmise au SCNP, il n'y a pas de différence entre des espèces envahissantes ou les autres. C'est une information importante puisque ça permet ensuite de faire des synthèses au niveau national, etc. Merci Mathilde. Du coup, on va enchaîner avec un retour d'expérience d'utilisation des données du SCNP avec Toulouse Métropole. Donc, c'est Laurence Berasategui qui est chargée d'études biodiversité à Toulouse Métropole qui va nous présenter l'utilisation de ces données. Alors, je partage le document. Hop. Et c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc je suis Laurence Berasategui, chargée d'études biodiversité à Toulouse Métropole, à la direction environnement énergie qui traite différentes thématiques, qualité de l'air, bruit, gestion de l'eau des milieux aquatiques, prévention contre les inondations et donc la biodiversité. Et nous sommes en lien avec les services d'aménagement urbain. Et donc, ça fait partie de mon rôle d'être en lien, moi, avec, entre la biodiversité et l'aménagement urbain. Donc, très brièvement, je vais d'abord vous présenter le territoire de Toulouse Métropole. Donc, c'est une collectivité qui fait, c'est 37 communes autour de la ville de Toulouse, la ville-centre. On a 46 000 hectares de superficie, 783 000 habitants en 2018. Donc, on doit être aujourd'hui au-delà des 800 000 habitants, puisqu'on a une évolution de plus de 9 000 habitants en moyenne par an, ce qui fait une densité de 1 700 habitants au kilomètre carré pour la métropole, et on arrive à plus de 4 000 habitants au kilomètre carré, pardon, si on prend que la ville de Toulouse. Donc, on voit sur le schéma en dessous qu'on a 60% de l'espace qui est artificialisé, avec 25% en milieu cultivé, et il reste 15% pour les milieux naturels. Voilà, donc on peut passer à... Donc c'est un espace qui est très, enfin, c'est un territoire qui est très fortement urbanisé, qui subit une très forte pression démographique. Et donc là, je vous ai présenté la carte de la trame verte et bleue qui a été élaborée il y a quelques années pour être associée au PLU. Et on voit que la trame verte suit essentiellement le réseau hydrographique. Hein. C'est tout le long des cours d'eau où il reste encore quelques espaces naturels. Donc on voit que c'est un territoire qui subit une très forte dynamique d'urbanisation, et dans un tel contexte, il nous paraît essentiel d'avoir une très bonne connaissance naturaliste pour essayer de préserver la biodiversité. Donc pour ça, dès 2008-2009, la ville de Toulouse s'est dotée d'une base de données naturaliste. On voit sur la première carte, cette base de données, elle s'est faite autour d'un inventaire qui a été réalisé donc en 2008-2009 sur 19 sites qui ont été choisis d'abord par rapport à leur intérêt écologique pressenti et également par rapport à la pression d'urbanisation qu'on sentait qu'ils allaient subir. On a croisé ces deux données et on a choisi, il fallait choisir, on ne pouvait pas faire partout parce que ça coûte cher de faire des inventaires poussés sur un grand territoire. Donc on a fait ce choix-là de ces 19 sites et alors ces inventaires, ils se sont faits sur les principaux groupes taxonomiques. On avait la flore vasculaire, on avait les insectes. Sur les insectes, il y avait lépidoptères, orthoptères, odonates, les reptiles amphibiens, les oiseaux et les mammifères avec les chiroptères.
Et là, on a obtenu environ 10 000 données pour le début de la base de données. À ça, s'est ajouté des données de nos partenaires, donc les principaux acteurs naturalistes du territoire ont contribué fortement à l'alimentation de la base de données. Donc, il y avait le Conservatoire des espaces naturels de Midi-Pyrénées à l'époque, donc Nature Midi-Pyrénées, le Conservatoire botanique pyrénéen et de Midi-Pyrénées, et l'association de botanistes ISATIS. Donc, jusqu'en 2015, ces partenaires-là ont partagé leurs données avec nous. Et ensuite, la troisième source de données pour notre base de données, ça a été les données des projets liés au projet urbain par rapport au dossier réglementaire. Donc, à chaque fois qu'il y avait des études d'impact et des dossiers de CNPN, depuis 2016, on arrive à récupérer les données. Avant 2016, les données étaient assez perdues, quoi. Et on a mis en place un accord cadre, un marché public qui permet, avec un prestataire qui fait toutes les volets faune-flore de ces études-là, et on récupère toutes les données qui viennent alimenter la base de données. Voilà, juste depuis 2012, la base de données qui était sur le territoire de la ville de Toulouse a été étendue au territoire de la métropole. Donc, l'idée a été que ces données-là, si elles restaient dans la base de données, elles étaient difficiles à exploiter, surtout en amont des projets urbains. Donc, il avait été décidé de faire en même temps que cette base de données un outil d'alerte que je vous présente ici. Donc, cet outil d'alerte, il a été créé donc en 2009 et il se présente sous la forme d'un carroyage du territoire. C'est des mailles de 500 mètres de côté. Et sur chacune de ces mailles, on calcule l'enjeu écologique qui est représenté par les espèces. On a 4 niveaux d'enjeu, limité, modéré, fort et majeur. Chaque niveau d'enjeu a été défini à la base avec un collège d'experts scientifiques naturalistes qui ont été consultés pour savoir à partir de quel nombre d'espèces ou quelles espèces à enjeu permettaient de faire passer les enjeux de limiter à modéré, modéré à fort, etc. Donc, il y a à la fois une idée de quantité d'espèces, même si elles ne sont pas des espèces à enjeu, donc pour qualifier, disons, la biodiversité ordinaire, et également donc une notion d'espèce à enjeu, quoi. Voilà, donc on voyait, oui, enfin, bon, on peut passer déjà sur cette carte-là, mais on voit qu'il y a quand même des zones blanches. Ça ne veut pas dire, quand les mailles ne sont pas colorées, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'enjeu, ça veut dire qu'on n'a pas la connaissance. Donc c'est intéressant de voir qu'on a quand même une grande partie du territoire là, où on n'a pas du tout de connaissances naturalistes. Et c'est dommage parce qu'on ne peut pas intervenir et faire une alerte en amont des projets urbains si on ne sait pas quelle est la valeur écologique de ces sites. Et donc, c'est là qu'intervient, pour nous, le grand apport du SINP. Depuis 2015, on ne partage plus les données avec les partenaires. On n'a pas renouvelé les conventions. Il n'a pas été souhaité de renouveler, d'étendre ces conventions au territoire de Toulouse Métropole. Donc, on avait de toute façon que les données sur Toulouse et on commence à avoir quand même beaucoup de données sur la ville-centre. Et donc, il était vraiment nécessaire qu'on essaie d'avoir des données plus loin. Et des inventaires, comme on a pu en faire au début, ça coûte cher et on n'a plus de budget depuis plusieurs années pour faire des inventaires hors projet urbain. Donc, en fait, finalement, avant notre collaboration avec le SINP, on n'avait plus que les données des dossiers réglementaires, ce qui est assez dommage puisque c'est des données quand même qui sont vouées à pas être fortement maintenues, même si on fait de l'évitement, c'est quand même pas l'idéal d'avoir que ces données-là. D'où, nous, le fait qu'on soit très content de l'apport du SINP, qui vient, on le voit sur cette carte, pardon, sur la carte on voit tous les points jaunes, là, c'est les données du SINP qu'on a reçues en 2021.
Donc on voit bien qu'elle complète quand même beaucoup, même s'il reste encore des zones qui ne sont pas prospectées, on a quand même un grand avantage à récupérer ces données pour faire fonctionner notre outil d'alerte. Donc juste pour notre expérience de notre adhésion, on a adhéré par la signature de la charte en 2020 et en 2021, on a reçu, on a communiqué d'abord, on a d'abord communiqué nos données, ce qui nous a demandé, alors comme on était antérieur au SINP, notre format de notre base de données n'est pas le même que celui du SINP, donc il a fallu qu'on crée une moulinette qui nous a permis, alors ça c'est pas du tout mon domaine, je me suis fait aider de notre SIGiste, donc qui s'est débrouillé pour transformer le format de nos données dans le format du SINP. On a transmis nos données et en échange on a reçu une couche sur notre territoire qu'il est prévu d'intégrer à notre base de données afin de faire mouliner notre outil d'alerte et d'avoir un nouveau calcul des enjeux sur notre territoire. Alors, ça n'a pas été encore réalisé parce qu'on n'a pas fait la moulinette en sens inverse, qu'on a un petit souci sur la gestion des doublons, je crois, et qu'en plus, notre outil qui date de 2009, il est fait avec des outils qui sont obsolètes. On est sur MapInfo 12 et sur Access 2003. Donc, on commence à avoir des gros soucis déjà avec nos propres outils qui évoluent à la collectivité. Donc, il faut vraiment maintenant à tout prix qu'on arrive à faire évoluer notre outil. Donc, on va en profiter pour le mettre au format du SINP. Et là, ça sera vraiment bien pour nous, quoi. Voilà, donc on peut aller à la conclusion. Nous, on est vraiment convaincus que plus on sera nombreux à adhérer au SINP, meilleure sera la connaissance sur le territoire et mieux nous pourrons, si ce n'est protéger, comme j'ai écrit là, au moins préserver la biodiversité sur le territoire en essayant d'agir en amont, enfin de préserver en amont des projets urbains qui sont la principale cause de destruction de la biodiversité chez nous. Voilà. Je vous remercie. Et je réponds à vos questions si vous en avez. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Alors, pour l'instant, on n'en a pas forcément, ou à moins que j'en ai peut-être loupé. Moi, j'avais du coup une question. Est-ce que vous avez parlé des projets d'aménagement par rapport à cet outil? Donc, on a bien vu que le SINP, les données servaient aussi par rapport au projet d'aménagement via l'outil que vous avez développé, là, à voir les enjeux. Est-ce que vous en êtes servi ou vous en servez pour les communes ou pour Toulouse Métropole dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme, ce genre de choses? Oui, tout à fait. On peut s'en servir pour l'élaboration du PLU. On s'en est servi, oui, oui. Après, on a fait justement, pour l'élaboration du PLU, il avait été fait des inventaires un peu macro, pas très précis, mais pour essayer de compléter la connaissance. Mais avant d'avoir ces outils, en fait, on n'avait pas de moyen de solliciter la connaissance qu'on pouvait avoir. Elle se perdait au fur et à mesure, la connaissance. On n'avait pas d'outils qui permettaient de la capitaliser. Et donc, c'est sûr que maintenant, même si on garde la donnée ancienne qui pourtant se dégrade et disparaît, donc ça peut être aussi une source d'erreur, mais c'est quand même très important qu'on puisse ressolliciter la donnée historique, quoi. Et effectivement, pour les documents de planification, pour l'élaboration des documents de planification, c'est très important aussi d'avoir ces outils-là, oui, parce que de toute façon, l'évitement, on sait bien que l'évitement au projet, c'est une chose, mais l'évitement stratégique au niveau des documents de planification, il est encore plus important, quoi, pour la préservation de la biodiversité. Ok, merci. Et si, une autre question, est-ce que vous avez parlé d'un SIGiste en termes d'équipe? Enfin, du coup, est-ce que vous considérez qu'il y a quand même un SIGiste qui épaule sur ces questions-là ou Alors, ça dépend, mais moi, je maîtrise pas bien ces questions-là. Et on a la chance d'avoir recruté il y a quelque temps une SIGiste qui est peut-être qui est peut-être connectée là et qui gère tous nos problèmes SIG sur toute la direction environnement. Donc la pauvre, elle est toute seule,
Mais moi, j'avoue que je la sollicite. Je l'ai beaucoup sollicité là quand il a fallu traiter les données du SINP pour les transmettre, enfin nos données pour les transmettre au SINP et inversement pour traiter celles qui nous viennent du SINP. Ok, ah, je vois qu'il y a une question qui vient d'arriver. Alors, on va le lire en direct. Est-ce que les zones agricoles sont inventoriées et est-ce qu'elles pourraient expliquer les vides dans la carte de la métropole, les zones blanches, j'imagine? Oui, c'est vrai qu'il y a vous avez raison, il y a une grande partie des zones non explorées sont des zones cultivées, ouais. Et je pense que c'est pas des zones qu'affectionnent particulièrement les naturalistes. Et du coup, on a peut-être... et puis en plus, c'est pas là non plus où on a des projets urbains. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de... Enfin, les zones cultivées, on a très peu de données sur les zones cultivées, c'est vrai. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense. Merci. Alors, il y a deux autres questions, mais qui sont peut-être... Vas-y, Violaine, je te laisse prendre la parole. Oui, il y a effectivement une question concernant le traitement des données. Vous avez un SIGIST à Toulouse Métropole, mais pour les petites structures qui n'en ont pas, est-ce que c'est très technique et est-ce que comment on peut faire pour traiter ces données qui sont très chronophages, pour les mettre en conformité? Mais si la collectivité n'a pas encore de base de données, il suffit qu'elle, si elle collecte des données, qu'elle les mette au format du SINP directement. Et non, ça ne sera pas compliqué. Nous, ce qui est compliqué là, c'est de faire matcher les formats qui sont différents. Mais dans la mesure où on rentre des données nouvelles, je pense que non, je pense que ça ne doit pas être très compliqué, quoi. Ça, c'est peut-être Eric qui pourrait répondre à cette question, parce qu'il a d'autres expériences avec d'autres fournisseurs, je ne sais pas. Oui, oui, pour les petites structures, c'est souvent une difficulté. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on peut après, dans la mesure de nos disponibilités, vous aider techniquement à résoudre quelques problèmes, nous ou certaines épaulles taxonomiques qui, si vous avez un gros volume de données qui concerne un taxon particulier. Oui, j'ai vu, d'après ce que disait Mathilde tout à l'heure, ils peuvent aussi aider au reformatage des données, il me semble. Oui, ça fait partie de leur rôle d'animateur, de faire ce genre de choses. Ça serait dommage de ne pas les fournir pour ce problème-là, en tout cas. Il y avait également une question, mais ça s'adresse davantage à la DREAL, puisque c'est concernant les projets d'urbanisation, savoir si le SINP est directement interpellé par vous, DREAL, si c'est obligatoire. Alors, le SINP, en fait, Cécile, tu veux répondre peut-être? Si tu veux, Eric. C'était dans le cadre du porté à connaissance, c'est ça? Est-ce que les données du SINP sont bien portées à connaissance dans le cadre des documents d'urbanisme? Je n'ai pas lu la question. Donc, si tu peux la reformuler, Violaine. Alors oui, c'est un projet d'urbanisation. Est-ce que le SINP est automatiquement interpellé au travers de la DREAL? Nous, depuis peu, c'est effectivement quelque chose qu'on porte à connaissance dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme, le fait qu'il existe les données du SINP. Et comme on l'expliquait, elles sont disponibles de façon précise pour les services de l'État. Donc, tous les services instructeurs des documents d'urbanisme peuvent avoir ces données et les utiliser à fin d'instruction. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est ce que tu voulais dire, Eric? Oui, et puis ce que je voulais souligner, c'est que vous avez vu la courbe des demandes, 40 demandes par mois. Il faut bien vous douter qu'on a énormément de demandes de bureaux d'études sur tout ce genre d'études qui nous arrivent et auxquelles on répond en permanence. Je vois le temps qui défile, on va passer à la suite des deux présentations. Merci Laurence pour ce retour d'expérience. Je vais laisser la parole désormais à Manon Krébert, qui est à la région Occitanie, chef de projet informatique et qui va nous parler de l'outil Bioccitanie. Je te laisse la parole. Ça marche, merci Pierre.
Bonjour à tous. Donc, comme l'a si bien dit Pierre, moi je vais vous présenter donc l'outil Bioxitanie. Tu peux passer s'il te plaît, merci. Donc, qu'est-ce que Bioxitanie? Donc, c'est un projet qui est né d'un programme d'investissement d'avenir qui est porté par l'ADEME. Donc, le but de ce PIA, c'était de créer des outils numériques cartographiques qui permettraient de préserver et ou de reconquérir la biodiversité sur le territoire. Donc, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille sur ce projet et on le met en prod très bientôt, dans quelques semaines. Et donc, le public cible pour ces outils, puisqu'on a 2 outils. Donc, le premier public cible, c'est le grand public. Donc, ça, c'est l'outil que je ne vais pas vous présenter. Ce n'est pas le sujet de cette présentation. Et par contre, on a donc un autre outil qui est destiné donc aux décideurs, aux acteurs de l'aménagement et aux acteurs de la biodiversité. Donc, les objectifs principaux de cet outil, c'était principalement de centraliser l'information sur la biodiversité et de la rendre accessible, mais aussi de sensibiliser et orienter les porteurs de projets le plus en amont possible des projets d'aménagement en ce qui concerne la biodiversité. Et donc, évidemment, qui dit données biodiversité dit besoin de données sur notamment la faune et la flore. Et donc, pour obtenir cette donnée, on a décidé de se rapprocher donc du SINP. Donc, nous avons région adhérée au SINP. On a ensuite rencontré l'ensemble des têtes de pôle pour leur présenter notre projet et les inclure dans le déroulement de celui-ci. Et puis enfin, on a signé donc une convention de partage de données tripartite avec donc l'ADREAL, l'ARB et la région. Et donc après la signature donc de cette convention, on a eu donc l'ensemble de la donnée brute du SINP avec la donnée au point et la donnée sensible qui est donc floutée comme vous avez pu le comprendre dans les présentations précédentes. Et donc, en ce qui concerne la donnée SINP, pour nous, la suite, lorsque l'ADREAL sera techniquement prête, ça sera de faire un partage de données via un flux continu, via une API, puisque pour l'instant, donc, comme je vous disais, on est sur de la donnée brute. Donc là, on a eu pour l'instant une extraction. Le but, ce sera de faire une extraction annuelle jusqu'à ce qu'on puisse faire un partage continu. Merci Pierre. Donc ici, je vous présente les résultats d'analyse qu'on peut avoir sur l'outil Bioxitanie. Donc je vous ai passé l'ensemble du déroulé pour arriver à cette information puisque je n'ai que 5 minutes pour vous présenter le projet. Donc on a les résultats qui sont divisés donc en enjeux espace et en enjeux espèces. Donc nous on va s'attarder sur la partie sur les espèces. Donc, on a bien noté que les résultats dépendaient des inventaires et qui n'étaient pas exhaustifs. Donc, on a ensuite 4 catégories. On a les données sur les inventaires, les données ensuite sur les espèces qu'on appelle espèces à enjeu, les espèces exotiques envahissantes et les autres espèces qui sont donc ni des espèces exotiques envahissantes, ni des espèces à enjeu. Et si on clique sur le petit plus, par exemple, que l'on trouve ici en dessous d'espèces à enjeu, on a un petit peu plus d'informations, de la donnée un peu plus précise. Donc, on retrouve une définition des espèces à enjeu. Et ensuite, on a donc le nombre d'espèces qui ont été recensées par groupe taxonomique. Et si, sur cet exemple, on clique donc sur les reptiles, on arrive donc sur cette page qui nous permet donc d'avoir le nom de l'espèce qui est donc considérée comme espèce à enjeu sur le territoire que je voulais analyser, avec son statut de conservation régionale et l'année d'inventaire la plus récente où l'espèce a été vue sur le territoire. Donc voilà comment on présente cette donnée actuellement sur notre outil. Ouais, merci Pierre, tu peux passer. Merci. Et donc, les limites actuellement de notre outil, c'est bien sûr que la donnée SINP sur laquelle on se base pour vous présenter donc notre outil, eh bien, elle dépend des versements des adhérents SINP. Et donc, moins il y a de participation, plus la donnée et la base de données va être incomplète. Alors évidemment, la donnée ne sera jamais de la donnée exhaustive, puisqu'on ne pourra jamais savoir exactement l'ensemble des espèces que l'on a sur un territoire. Cependant, plus on a de la donnée et plus la base de données est complète. Et donc, on vous propose de l'information qui va être
qui va être fourni et détaillé. Donc, moi, je vous invite, en tout cas, les personnes qui sont ici et qui sont créatrices de données, eh bien, à rejoindre le SINP pour qu'on puisse présenter des outils toujours plus fournis. Et je vous remercie. Merci Manon pour cette présentation rapide de l'outil Bioccitanie. Comme vous le verrez, vous pourrez avoir une présentation beaucoup plus complète dès le mois de février. Donc là, c'était un peu un teasing de l'outil. Ensuite, il y aura une présentation bien plus élaborée. Je vais maintenant passer la parole à Violaine, donc, qui est chargée de projet ORB à l'ARB Occitanie et qui va nous parler de l'ORB. Merci Pierre. Alors, effectivement, je gère l'Observatoire régional de la biodiversité Occitanie, donc l'ORB, pour le compte de l'Agence régionale de la biodiversité. Donc, au cours de ces dernières décennies, les scientifiques alertent sur la dégradation des écosystèmes, la disparition des espèces, donc de manière générale l'érosion de la biodiversité. D'où la nécessité de disposer d'un observatoire de la biodiversité et être capable de suivre l'évolution du vivant sur le territoire et apporter également des éléments de réponse sur les questions que peuvent émerger face à la crise que traverse la biodiversité. Tu peux passer. Donc, l'ORB Occitanie est donc un outil de valorisation de la connaissance sur la biodiversité et permet de mettre à disposition de l'information grâce au réseau des experts qui participent aux travaux de l'ORB. C'est également l'occasion de rendre visibles les facteurs qui influencent sur cette biodiversité et sur l'état de conservation. Donc, l'ORB participe ainsi à organiser le dialogue entre les experts d'une part et la société civile et va donc s'adresser prioritairement aux élus, aux décideurs, mais aussi au grand public en apportant donc de l'information. Et donc, l'ORB va à deux grands objectifs. Le premier, c'est évaluer les politiques publiques et donc évaluer l'efficacité des mesures qui sont mises en place. Et le second, c'est faire un suivi de l'état de santé de la biodiversité et son évolution, donc sur la faune, la flore, mais aussi les milieux naturels. Alors, comment faire pour évaluer cet état par l'intermédiaire d'indicateurs, des indicateurs qui sont suivis sur le long terme et qui permettent d'apporter un éclairage à la fois sur les pressions qui existent, mais également les solutions apportées par la société pour répondre à la crise majeure que connaît la biodiversité. Et donc, comprendre un peu cette chaîne de causalité probable et qui affecte aujourd'hui la biodiversité. Mais pour évaluer et mesurer cet état de santé, l'ORB a besoin de données de faune, de flore, de milieux naturels. Et ces données sont accessibles via le SINP. Donc l'ORB va puiser en fait toutes ces informations dans le SINP pour pouvoir les synthétiser et monter des indicateurs et les diffuser au plus grand nombre. Alors, quelle est la situation ici en Occitanie? Alors, actuellement, l'ORB a établi un état des lieux sur le territoire à l'échelle régionale. Ça ne va pas faire l'objet d'une présentation, ça va être un webinaire qui sera présenté plus tard. Mais en attendant de vous présenter ces premiers résultats, nous vous invitons vraiment à adhérer au SINP et améliorer la connaissance sur la biodiversité pour faire en sorte qu'on puisse la préserver et agir avec tous. Merci d'avance. Alors, nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors, déjà, je vais commencer par remercier l'ensemble des intervenants pour toutes ces informations très claires et concises là, sur le fonctionnement du SINP, retour d'expérience, ou ce qu'on peut aussi en faire derrière en termes d'outils. Donc, on a parlé de Bioccitanie et de l'ORB. Donc, je vous invite d'ores et déjà à noter sur votre agenda donc, un futur webinaire qui aura lieu le 7 février prochain de 14h à 15h30. C'est un lundi
pour vous présenter donc l'outil Bioccitanie en partenariat donc avec la région Occitanie. Et vous l'aurez bien compris aussi, le message principal qui est, alors peut-être que vous l'êtes déjà en tant que participant, mais d'adhérer au SINP. N'hésitez pas aussi à en faire la promotion auprès des collectivités, des structures qui auraient de la donnée naturaliste pour enrichir cette base de données. La porte d'entrée pour tout ça, si je ne me trompe pas, c'est Éric Bruno à l'Adréal qui est intervenu. Donc vous avez son contact. Et l'ensemble des informations, de toute façon, vous seront retransmises par mail avec donc, le PowerPoint, et vous pourrez retrouver la diffusion de la vidéo sur la chaîne YouTube de l'ARB. Et aussi pour vous dire que vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'ARB sur son site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et Twitter, où on a parfois de l'information un peu plus fraîche sur différents sujets. Eh bien, écoutez, merci encore aux intervenants, merci pour votre participation, et puis à très bientôt pour d'autres webinaires, et très certainement au 7 février prochain. Merci et bel après-midi. Au revoir. Merci à vous.